juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec une triathlète qui enchaîne les médailles sur du triathlon, sur du duathlon, en France, en Europe, dans le monde. Je suis très heureux de tendre le micro à Marion Legrand. Salut Marion. Salut Armano. Bon, tes parents ils se sont plantés là parce que c'est pas Marion Legrand en français, c'est Marion Lagrande qu'on doit dire, non? Ouais. On te l'a jamais faite. Je suis sûr qu'on te l'a jamais faite celle-là. Si, on me l'a fait, mais non, c'est bien Marion Legrand en un mot. Bah tiens d'ailleurs. On me prend beaucoup pour un garçon depuis que je me suis coupé les cheveux, donc si tu veux, à la limite, même si bon, je suis pas hyper fan, je suis très fière d'être une fille, même si je suis un peu garçon manqué sur les bords. Non, je suis très fière d'être une fille. On pourrait changer en Lagrande en vrai. Ouais, voilà. Marion Lagrande, c'est mieux que Mario Legrand, hein, n'est-ce pas? Mais alors, on va rester sur Marion Legrand, ton nom, ton prénom, ta carrière, ton expérience. Je suis donc, comme je le disais, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. On va pouvoir parler avec toi de tout ça. Mais déjà, la première question, elle est toute simple. Dis-nous tout. Qui est Marion Legrand? Oula, franchement, c'est une vaste question. Je te laisse, je vais me faire un café, puis je reviens dans 10 minutes. Moi, j'ai du mal à me définir. Non, Marion Legrand, on va dire que c'est une femme qui adore la vie sur plein d'aspects. Oui, je suis sportive, mais j'aime bien toucher un peu à tout. D'ailleurs, c'est un peu ce qui me caractérise dans le sport. Je suis un peu multisport. Je crois que les gens ont du mal à me définir eux aussi parce que je fais à la fois du duathlon, je fais à la fois de la course à pied, je fais à la fois du triathlon. En course à pied, je fais du cross, je fais de la route. Donc voilà. J'ai 31 ans, j'ai commencé le sport par l'athlétisme en étant poussine parce que c'était un petit peu, on va dire, l'ADN familial. Mes deux parents faisant de l'athlé. Mon père en demi-fond, ma mère en saut en longueur. Donc c'est peut-être de là d'où vient mon côté hybride. Et puis au fur et à mesure, voilà, je me suis un peu plus spécialisée sur le double effort et le triple effort. Mais après, à côté de ça, dans la vie, en fait, ma vie se divise en, on va dire, deux projets. D'un côté, le sport que j'essaye de faire au niveau, et de l'autre, mon métier d'entraîneur, puisque je suis entraîneur de triathlon dans la vie. Voilà, là, j'ai beaucoup travaillé avec des associations sportives, des clubs. Et puis, depuis 3 ans maintenant, je suis coach, on va dire particulier, où j'ai monté ma boîte de coaching qui s'appelle Foxygen Coaching. Voilà, en gros, en quelques mots. Foxygen Coaching, pourquoi quelle est la genèse de ce nom? Alors, c'est un jeu de mots entre Fox, le renard, et oxygène. Pour moi, quand tu prends quelqu'un en coaching, l'idée c'est de lui apporter un bol d'oxygène, à la fois pour qu'il kiffe, qu'il se sente bien et puis pour être plus performant. Et après, le renard, c'est un peu mon animal totem. Moi, je suis très attachée à une région en France qui est la Haute-Loire. Là-bas, ça m'arrive de voir des renards, mais à la fois, il est assez discret, il est un petit peu... Le renard, on sait pas trop, il a pas forcément une bonne réputation, mais en même temps, c'est un animal qui est vraiment essentiel, qui est discret, qui est futé, qui est habile, et je pense que c'est un peu moi, j'ai une certaine fragilité, parce que j'ai une certaine fragilité aussi intérieure, je suis assez sensible aux choses, et le renard, ça me représente pas mal. Donc j'ai fait un mixte entre les deux. Et voilà, c'est un peu je veux apporter la patte du renard, mon œil affûté, ma technicité aussi, mais voilà, le côté un peu sensible, le côté Marion Legrand aux gens, et puis le côté nature. Voilà. C'est pour ça qu'est né Foxygen Coaching. Et tout ça dans une belle bulle d'oxygène pour pouvoir bien respirer de Foxygen. Oh, c'est magnifique, c'est beau, c'est sympa de trouver des noms comme ça qui sont vraiment en accord avec tes valeurs, avec ce que tu penses, ce que tu ressens. Ouais, c'était important. Je vois beaucoup de personnes qui font le choix de mettre leur nom sur leur boîte de coaching. C'est vrai que moi, j'ai pas fait ce choix-là. À la fois,
Voilà, certaines personnes me disent ouais, ça te dessert un peu parce que Marion Legrand, les gens savent que c'est toi derrière, c'est l'athlète. Voilà, je pense que c'est moi, je me cache un peu, j'aime bien le côté ouais, Marion Legrand, ok, j'ai fait des choses, mais aussi je suis tout public, je suis ouvert à tout. Et c'est ma philosophie du coaching. C'est vrai que les gens parfois ils disent mais tu veux prendre des athlètes élites, et en fait non, moi j'adore le côté ok, la personne elle a un objectif. Si c'est franchir la ligne d'arrivée d'une course, je te dis une bêtise, mais d'un semi-marathon en 2 heures, bah ce sera ça. Moi l'important c'est que la personne, si elle y trouve une satisfaction d'aller au bout de son objectif, même si c'est tranquille ou machin. Voilà, cette année j'ai amené un athlète son premier marathon en 2h23. Bah oui, clairement ça court, mais au-delà de ça, je prends autant de plaisir à le faire perfer lui qu'une personne qui va juste trouver une satisfaction en courir un semi en 2 heures, quoi, le finir tout simplement. Donc c'est aussi en ça que j'ai Foxygen Coaching, c'est pas Marion Legrand Coaching, c'est Foxygen Coaching, c'est open pour tout le monde. Ouais, c'est Foxygen Coaching by Marion Legrand, c'est ça? Voilà. Ou c'est Marion Legrand by Foxygen Coaching. Bon, c'est un petit peu les deux. Alors tout ça, tu nous disais, tu as monté cette boîte de coaching pour transmettre, pour partager, pour former les gens, en tout cas dans le domaine de l'atteinte de leurs objectifs, que ce soit des sportifs amateurs au sens noble du terme, mais aussi des sportifs de haut niveau, des sportifs élites. Et tout ça, tu l'as assis sur une expérience au niveau sportif, au plus haut niveau. Tu peux revenir avec nous justement sur ta carrière? Ouais. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure. Là, t'as pas le droit d'être un peu réservé. Hein. Là, il faut que tu te lâches. Il faut que tu balances tout. Non, bah ma carrière, je t'ai dit, hein, ça a commencé en étant poussine. Alors là, on peut pas parler de carrière, mais c'est vrai que c'est comme ça que je suis venue au sport. J'ai commencé la course à pied vraiment en toute petite catégorie parce que mon père courait. Bon, mon père c'est quand même 2h16 au marathon, donc voilà, il y avait quand même de l'ADN plutôt correct dans la famille. Ouais, disons que le dimanche, quand il faisait ses sorties longues, tu le suivais pas en vélo, tu le suivais en mobilette. Ouais, mais il m'a vachement préservé. En vrai, je lui dis merci parce que aujourd'hui, j'ai 30 ans et je continue à courir et plutôt bien courir. Et c'est grâce aussi, on va dire, à la connaissance du paternel qui m'a préservé, qui m'a pas envoyé à fond sur la piste à faire des séances d'entrée de jeu. Non, c'était surtout de l'endurance fondamentale. Voilà, moi quand je voyais les gens de ma caté qui charbonnaient sur la piste, moi j'étais encore là à faire des footings, voilà. Mais aujourd'hui je continue, donc ça je pense que ça vient de là. Et tout ça pour dire que j'ai commencé par le cross-country, par le triathlon, mais non pas le triathlon natation vélo-course, mais un saut, un lancer et une course, voilà, sur le stade d'athlétisme. Et puis en fait, quand j'ai eu, au bout d'un certain temps, j'avais la sensation d'avoir un peu fait le tour de la course à pied, et en fait, il s'est passé quelque chose dans ma famille, parce que j'ai eu une sœur jumelle qui était atteinte de polyhandicap, une maladie rare qui s'appelle le syndrome de Rett, qui ne touche que les filles. Et en fait, elle est décédée en 2013. Et ça a été vraiment un gros retournement au sein de la famille, parce que notre famille était très très organisée autour de Mélodie. Et puis du coup, le sport était important, parce que moi j'avais aussi ce sentiment de courir aussi pour ma sœur. C'était presque ma première fan, qui était toujours là sur les courses, dans sa poussette, dans le froid, sur les crosses, au bord de la piste. Mon père courait pas mal avec elle. On avait une poussette 3 roues et il l'emmenait, il faisait des 10 km, handicap international, etc. Et en fait, ça a vraiment bouleversé ma vie et la vie des miens. Et en fait, à partir de là, j'ai eu le besoin de me reconstruire. Et je m'en souviens très bien d'ailleurs, quand Mélodie est décédée, je suis partie faire le championnat de France des 10 km qui était dans le sud, à Cabriès, alors qu'elle était à l'hôpital. Et je m'en suis beaucoup voulu, puisqu'elle est décédée quelques jours après. Et en fait, je m'en suis voulu d'avoir été absente à ce moment-là. Et ça a été très dur pour moi, parce que derrière, le deuil a été assez long, en me disant t'aurais dû,
t'as pas été là dans le moment le plus dur. Et j'ai eu besoin de dire la Marion d'avant, elle doit évoluer. J'avais besoin de changer des repères pour pas me rappeler des souvenirs qui me faisaient du mal. Et c'est comme ça que je suis venue au duathlon, parce que j'avais besoin de changer. Et je me suis mis un petit peu au vélo parce que j'avais des petites douleurs aussi dans les chevilles, des choses comme ça. Et là, j'ai commencé le duathlon et ça marchait plutôt bien et je me suis vraiment reconstruit grâce à ça. Et derrière, en fait, comme ça marchait bien, j'ai mis, parce que j'ai un diplôme de pédicure podologue, rien à voir avec le coaching sportif initialement. Et je me suis rendu compte que le sport, ça me faisait du bien, que j'avais plutôt un bon niveau aussi en du. Et donc j'ai switché, je suis passée sur des études d'entraîneur. Et là, j'ai commencé le du. Et là, j'ai fait du Grand Prix. J'ai commencé à avoir des victoires sur le circuit D1. J'ai eu ma première sélection en équipe de France en 2018. Et là, j'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde. Et puis, un jour, ça s'est débloqué. J'ai commencé à faire des médailles sur les championnats d'Europe. Donc, j'ai fait 2 fois vice-championne d'Europe. Si je dis pas de bêtises, ça doit être 2021-2022. 2021, je fais une médaille au championnat du monde aussi de duathlon, je fais 3e. Et puis en 2023, donc l'année dernière, je remporte les championnats d'Europe de duathlon. Et donc là, c'était vraiment la consécration de plusieurs années aussi à se construire. Et voilà, et puis à côté, j'ai commencé à toucher au triathlon aussi, faire quelques apparitions sur longue distance, avec de belles, on va dire de belles places. J'ai gagné Deauville, j'ai fait 2e à Royan. C'était un petit peu des surprises, parce que j'y allais plus pour m'amuser, entre guillemets, parce que le duathlon à côté, c'était vraiment mon épreuve phare, où là, j'avais pas, on va dire, un besoin de performance, mais voilà, t'es attendu, tu sais que tu fais partie des favoris, etc. Et le triathlon, c'était plus pour kiffer. Et en fait, finalement, ça a bien marché, quoi. Donc voilà. Finalement, t'as bien kiffé. Ouais, j'ai bien kiffé, ouais. Ça me met moins de pression. J'ai plus l'impression d'être en mode outsider et faire de mon mieux. Et s'il y a un truc à jouer, je vais essayer d'aller chercher parce que j'ai clairement une position de chasseuse en triathlon. Alors qu'en duathlon, je suis plus aux avant-postes et je suis plus chassée presque, quoi. Mais dans tout ça, tu nous parles de course à pied, d'endurance quand tu étais toute petite, d'athlétisme, du triathlon dans l'athlétisme, mais pas le triathlon, l'épreuve, la discipline telle qu'on la connaît. Et puis après, tu te mets au duathlon et puis tu découvres le triathlon. À quel moment tu t'es mise à nager, en fait? Parce que dans le triathlon, natation, vélo, course à pied, ça commence quand même par la natation. C'est clair. Ouais, je me pose encore la question aujourd'hui. Initialement, quand je me suis dirigée vers un club de triathlon, l'idée c'est de faire du triathlon et non pas du duathlon. Maintenant, comme je travaillais à côté, à l'époque, j'avais vraiment un temps plein. Après mon diplôme de podo, j'ai bossé dans une boutique de sport à Paris qui s'appelle Boutique Marathon, qui est bien connue. Et il fallait que j'ai du temps aussi pour pouvoir m'entraîner, bosser. Et c'est vrai que je suis vite allée vers la facilité, puisqu'à l'époque, le club où je suis restée 7 ans, donc à savoir le Stade Français, avait une équipe première en duathlon. Et on avait besoin de filles pour monter cette équipe et être bien classée au championnat. Et c'est vrai qu'on a fait la facilité avec mon entraîneur de l'époque de plus s'entraîner sur course à pied et vélo le temps que j'avais que de nager. Alors je t'avoue, la première année, j'ai fait bonne figure. J'ai dû aller à la natation 1 fois par semaine, histoire d'eux. Et vraiment, nager ne me déplaît pas. J'aime bien nager, c'est juste que je nage pas vite. En même temps, quand on t'a mis dans l'eau à 22 ans et qu'on t'a dit nage, forcément, les qualités sont pas forcément optimales. Mais au début, je nageais un peu et c'est vrai qu'après, je suis moins allée dans l'eau. Et quand j'ai commencé à me dire, tu vas faire quelques triathlons longue distance parce que c'est quand même le sport roi et puis c'est là où tu as l'impression que tu as moins de pression, je suis allée nager, on va dire, je nageais. Franchement, j'ai honte de dire ça parce que je suis coach, mais je devais nager peut-être
10 fois avant la compète, en public, au milieu des gens, en me disant bon voilà, tu prends les appuis, un peu de vitesse, un peu de truc, histoire d'être bien dans l'eau et de pas flipper au moment de plonger dans la masse, quoi. Mais oui, j'ai jamais réellement commencé à nager. Ouais, je te dis la vérité, j'ai jamais réellement commencé à nager, mais c'est mon objectif cette année, parce que je te cache pas que sortir avec 5 minutes de retard sur les triathlons quand tu pars en catégorie pro, parce que je me considère pas comme professionnelle en triathlon, parce que je n'en vis pas, c'est pas mon métier. Je suis en équipe de France en duathlon, je fais du haut niveau en duathlon. J'essaye de faire du haut niveau en tri, mais pour moi, je ne suis pas triathlète professionnelle. J'ai pas les sponsors, voilà, c'est pas mon métier. Mais pour moi, c'est le challenge, il est là, il est de partir avec les meilleurs. Voilà, je préfère être classée parmi les moins bons des meilleurs que l'inverse, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que cette année, l'objectif, c'est de tâter un peu plus l'eau et d'éviter de sortir trop loin, parce que c'est vrai que la dynamique de course derrière, elle est ardos, quoi. Quand tu vois pas les filles en ligne de mire, t'es tout seul sur ton vélo. En plus, le vélo contre la montre, c'est encore une autre discipline, parce que moi, j'ai fait 7 ans de route, rouler en pack, en duathlon. Donc oui, non, cette année, je te promets, je vais nager. En plus, j'ai emménagé à Marseille, donc j'ai la mer à 2 kilomètres de la maison. Pour la première fois dans ma vie, moi qui ai fait 30 ans en région parisienne. Mais oui, je vais commencer, j'espère. Ouais, t'as pas le choix là de toute façon. Bon, au pire, si tu veux, je te file les coordonnées d'une fille. Elle est coach, elle est sympa. Elle a bossé un peu à la clinique, à la boutique Marathon. Depuis, elle s'est installée depuis quelques années en tant que coach. Je pense qu'elle aura des bons conseils à te filer. Non, mais le pire, c'est que j'ai aussi un diplôme de maître nageur sauveteur, donc je peux me sauver. Mais c'est vrai que pour me faire passer des caps en natation, bon, c'est ouais. Voilà. L'objectif du diplôme de MNS, c'est pas de te sauver toi, c'est d'aller sauver les autres, normalement. Ouais, non, c'est sûr. Bon, mais t'es grande aussi, c'est l'avantage. Quand tu mets un coup de bras, moi j'en mets 3, donc ça doit aider. Ouais. Ah, finalement, il y a des gens, il y a pas longtemps, qui m'ont vue et qui m'ont dit, mais en fait, t'es petite. Je te voyais plus grande sur les photos. Non. C'est Marion Legrand, mais je suis pas très grande, je suis même la plus petite de ma famille. En tout cas, ce qui est impressionnant, c'est cette détermination à prendre un nouveau sport, une nouvelle discipline, et puis à performer. Et ce que j'aime bien, c'est cet état d'esprit où tu nous dis, le triathlon, en fait, c'est un peu ma bulle d'oxygène, pour reprendre la genèse de ta boîte. C'est un peu ta bulle d'oxygène dans le sport professionnel qui, lui, est le duathlon. Ouais. Alors après, encore une fois, tu vois, tu parles de sport professionnel. Moi, je suis au plus haut niveau en duathlon, mais voilà, tu vois, j'en vis pas, sinon je serais pas coach à côté. Il y a la Fédé qui nous soutient. Voilà, par exemple, dans quelques semaines, je vais partir en stage à Montegordo. Il y a un stage annuel, j'y vais. Mais voilà, moi, je suis pas, je dis pas aux gens, je suis duathlète professionnel, tu vois. C'est pas mon métier. Par contre, c'est ma passion plus. Et je fais en sorte d'être le mieux classé possible sur cette discipline. Mais voilà. Je pense même que c'est même pas je pense, c'est aujourd'hui on a plus de possibilités de vivre du triathlon longue distance et d'en faire son métier que d'être duathlète professionnel. J'en connais très peu, j'en connais certains en Belgique. Il y a le cas d'anciens duathlètes aussi en France comme Sandra Levenez ou Benoît Nicolas, qui sont des anciens très très bons, qui ont été champions du monde plusieurs fois, des médailles aux Europes, etc., qui avaient la possibilité d'être détachés grâce au ministère des Sports, puisqu'ils étaient à l'éducation nationale, ils étaient profs, qui ont eu la chance aussi de pouvoir vivre du duathlon. Moi, aujourd'hui, c'est pas le cas. Après, j'en veux pas particulièrement, mais voilà, c'est pour juste te dire, voilà, moi, je suis pas... ce n'est pas mon métier, même si... en vrai, j'aimerais, mais that's life. C'est pour ça que je vais sur le tri, pour essayer d'être un peu plus... Ouais. Peut-être qu'on peut se dire aussi que finalement tes résultats dans le duathlon drainent un petit peu de clientèle vers ton métier de coach. Ouais, je suis pas sûre que ce soit pour ça que les gens me contactent, mais oui, c'est sûr que ça aide. Les gens, on peut parler plus facilement des compétitions. Il y a une certaine... les gens sont contents de se dire je suis avec Marion Legrand, c'est clair. Ouais, c'est mes premiers supporters. Parfois, quand je fais des courses, on a une conversation de groupe où je mets un point d'honneur à avoir tous mes athlètes dans cette conversation. Et voilà, on parle de... Je crée vraiment une communauté, parce que pour moi, même si les gens sont coachés de manière individuelle dans leur projet,
J'en ai qui sont à La Réunion, j'en ai qui sont à Tours, il y en a à Paris, etc. Ils sont un peu tous éparpillés. C'est important pour moi de créer cette communauté. Et ce qui est drôle, c'est que je suis leur première fan, coach. Je les emmène vers leurs objectifs. Mais eux me le rendent aussi beaucoup parce qu'ils suivent. Quand j'ai des compétitions, je reçois un message sur cette conversation. Allez coach, on pense à toi. Non, c'est les premiers à être contents et c'est gratifiant aussi en tant qu'entraîneur. Ouais, c'est gratifiant en tant que pratiquant et en tant qu'entraîneur, j'imagine que, effectivement, comme tu dis, la communauté te le rende bien. Comment est-ce que tu crées cette communauté? Comment est-ce que tu gères cet engouement que tu essaies de créer avec tes athlètes? Là, c'est surtout sur WhatsApp. Je suis très très sur WhatsApp. Là, j'ai déménagé à Marseille. C'est tout récent. Hein. Je viens d'arriver. On a déménagé mi-novembre avec ma compagne. Avant, il y avait vraiment cet engouement sur Paris. On essayait de se voir régulièrement. J'essayais de créer des entraînements communs au Bois de Boulogne où, voilà, vendredi midi, ceux qui sont dispo, on vient. Ce sera soit de la course à pied, soit du vélo. Parce que j'en ai qui font que du vélo. J'en ai qui font que de la course à pied. Mais on essaye de se regrouper sur des événements communs. Je faisais aussi ce que j'appelais des Fox apéros. C'est-à-dire que voilà, on se rejoignait, on allait boire une bonne bière, on parlait pas que de sport, mais de choses, de la vie, de tous les jours. Et puis voilà, j'essayais de créer cette chose-là. La deuxième partie aussi, c'est les stages. Ça fait plusieurs années que j'organise surtout un gros stage dans l'année qui réunit soit mes athlètes de tous les jours qui font partie de la Fox Team, mais qui est aussi ouvert à tous les triathlètes. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui cherchent un stage de triathlon à faire cet été, faut pas hésiter. Moi, j'en organise un en Lozère, qui est vraiment une région, justement, je t'ai dit tout à l'heure, Foxygène Coaching, c'est né en Haute-Loire, et la Lozère, c'est vraiment tout près. Il y a un super site à Langogne avec un beau lac, et un site qui s'appelle les Terrasses du Lac, et j'organise ce stage là-bas. Et c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut. Alors, faut avoir un certain niveau vélo parce que je cache pas que les parcours vélo là-bas, ça envoie, ça grimpe quand même. Ça envoie. Faut avoir quand même de quoi grimper dans les cannes, mais voilà, la cohésion, elle passe aussi par là. Elle passe par un stage où pendant une semaine, tout le monde se côtoie, tout le monde fait du sport ensemble, et puis moi ça me permet aussi de transmettre ce que je connais du haut niveau. On fait des ateliers transition. C'est hyper important, les transitions en duathlon. Je transmets, même si les gens ils font du longue distance et qu'on se dit la transition c'est moins grave de perdre du temps sur une longue distance. Ouais, mais au moins tu sais faire. Si t'as envie d'aller vite, et moi je vais te donner les tips pour aller vite et faire des transitions éclairs comme les pros. Au-delà de les faire vite, ça te permet d'avoir des automatismes aussi. Et plus tu vas répéter ces automatismes, et moins tu auras à réfléchir quand tu vas arriver en zone de transition. Et soit tu vas devoir prendre le vélo, soit tu vas devoir sauter du vélo, tu vas partir sans oublier le casque, ce genre de choses. Carrément, non, mais c'est toujours de l'influx nerveux que t'optimises. Donc voilà, ces stages sont faits pour ça. Et puis il y a une grosse part de fun parce que moi j'aime bien le côté funky. En général, en fin de stage, je fais toujours une animation surprise. Alors la dernière fois, c'était des Olympiades, mais ça part en live. C'est du tir à la corde. Il y a une grosse part de pizza géante gonflable. Tu la prends. Faut que t'es en groupe de 3. Faut que t'ailles contourner une bouée dans le lac avec. Revenir. En fait, j'essaye vraiment de donner ce côté fun au sport. Et voilà, c'est vraiment ma patte que j'essaye de transmettre. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous dire à la fin on fait une boum, tu sais comme quand on était petit. Pas loin, parce que l'année dernière ça s'est terminé. En fait, il y avait mon village où vit ma mère, donc qui est situé à 35 km, et il y avait la fête du village traditionnelle qui a toujours lieu le deuxième week-end d'août. Et le stage se terminait ce week-end-là, et j'ai dit aux stagiaires, les gens qui sont dispo et chauds, on monte au village et on va faire la fête. Et ça s'est terminé par la fête du village. C'était très sympa. D'un point de vue sportif, c'était moins optimal parce qu'on était fatigués et que se coucher tard, etc. C'était pas
pas forcément terrible, mais par contre, niveau cohésion, fun et terminer sur une note festive, je pense que c'était vraiment le top. Je pense qu'ils en gardent un bon souvenir et moi aussi. Ouais, et puis en termes de décompression, ça doit. Voilà, t'as fait quelques bonnes journées d'entraînement et là, ça y est, c'est fait, le job est fait. Ça, Maintenant, tu. carrément. C'est aussi des vacances, hein. On est là pour s'entraîner, on est là pour progresser, apprendre. Mais c'est aussi c'est un moment ouais, de vacances, quoi. On sort du cadre, on s'amuse. Bon, bah écoute, j'espère qu'il y aura tes stagiaires de l'année dernière qui écouteront l'épisode et puis qui viendront commenter en disant effectivement, on s'est bien marré. Ouais, non, mais il y en a qui reviennent. Bon, ça va, ça veut dire qu'ils ont apprécié. Ou alors qu'ils sont un peu sadomaso, mais ça, c'est autre chose. Non, je suis une gentille coach. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que tu as dit qu'après le décès de ta sœur, c'est le sport qui t'a aidé à te reconstruire. Tu peux nous en dire un petit peu plus justement là-dessus sur comment est-ce qu'on se reconstruit par le sport, par la pratique du sport? Bah, tout simplement parce que c'est un moment d'évasion aussi. C'est un moment où on apprend à se connaître soi au plus profond. On voit où sont ses limites. On voit ce qui nous fait du bien. Et pour moi, c'est souvent, enfin, c'est une discussion que j'ai aussi avec ma compagne qui a fait du haut niveau, qui a aussi été en équipe de France de duathlon et qui a couru très très fort en course à pied. C'est marrant parce que la course à pied lui permet d'avoir les idées plus claires et souvent quand elle rentre, elle a un petit carnet et elle écrit tout. Et c'est un peu sa pancine. Et moi, on n'a pas la même vision du sport parce que moi, j'aime le sport pour le côté compétition plus que pour le côté bien-être physique. Où Garance, elle, c'est vraiment le bien-être. Mais c'est vrai que le sport permet aussi de penser à autre chose, que ce soit dans son corps, de se sentir mieux ou penser à autre chose, se projeter vers un objectif futur. Moi, je fonctionne plus comme ça. C'est un peu la carotte qui fait que j'avance. Et je pense que je me suis reconstruit grâce à ça parce que je me suis fixé de nouveaux objectifs à court, moyen, long terme. Et que c'était ce qui me faisait me lever le matin, me sentir bien, courir, sentir tous mes muscles, mon souffle. Ne pas penser à ce qui me blesse, me fait du mal, mais plutôt à ce qui me motive et ce qui fait que j'ai encore envie de continuer. Ouais, la reconstruction, moi, elle passe plus par ça, c'est des objectifs. Après, si le sport s'arrête, à un moment donné, ça veut pas dire que je vais pas continuer, mais je sais que je me lancerai plus d'objectifs sur d'autres choses. Mais c'est vrai que moi, je vois aussi la course, enfin la pratique du sport grâce à des objectifs au bout qui me font avancer. On revient à la fameuse bulle d'oxygène de Foxygène Coaching. Ouais. Là, tu parles des éventuels objectifs futurs. Là, tu es toujours en équipe de France de duathlon. Tu te vois où dans 5 ans, toujours en train de crapahuter devant d'autres filles et être chassée? Ça, c'est pour le duathlon. Et derrière d'autres filles en triathlon à chasser? Eh ben, c'est une bonne question. Est-ce que déjà je me vois dans 5 ans? Parce qu'il y a quand même la vie à côté qui coule, j'ai 31 ans et oui, bon, on peut dire le triathlon, on peut en faire longtemps, hein, surtout le triathlon longue distance, voilà, même si t'es avancé en âge, tu peux continuer. J'ai aussi cette envie moi je suis un vrai dilemme, ça veut dire que j'ai envie de continuer à pousser la machine, à aller chercher au max de mes capacités ce que je peux faire. Et en même temps, je vois cette vie qui coule et les sacrifices qu'on fait aussi parce que le sport de haut niveau, c'est pas toujours drôle. Que quand les copains, ils vont s'amuser, ils vont faire la fête, et ben toi, parfois, bah non, tu n'y vas pas. Moi, l'année dernière, j'ai fait le choix d'aller sur des grands prix alors que par exemple, j'avais une amie qui fêtait ses 30 ans avec tous mes potes qui étaient présents et moi j'ai fait le choix d'aller sur Grand Prix parce que voilà, j'avais un engagement avec mon club, mon nouveau club qui sont les Tritons Meldois, j'en ai pas parlé mais voilà, un club en Seine-et-Marne et que c'était aussi un petit
C'était aussi un moyen de visibilité pour moi en tant qu'athlète et un moyen financier. Moi, j'ai pas peur de le dire, même si voilà, je gagne pas beaucoup d'argent sur un Grand Prix, bah, c'est toujours un petit peu d'argent que tu gagnes sur cette course et ça te permet de vivre aussi de ton sport. Mais voilà, je sais pas si j'ai envie de faire ça éternellement. Donc 5 ans, je sais pas. Garance, à côté, ma compagne, elle veut aussi qu'on vive normalement. Donc voilà, elle a un peu mis le sport de haut niveau un peu plus de côté parce qu'elle a des blessures. Mais voilà, on est un couple, donc je veux qu'on soit bien toutes les deux. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas encore atteint tout ce que je veux faire. Donc moi, où je me vois, bah, je me vois peut-être plus sur triathlon, ça c'est clair. Le duathlon, je commence à avoir fait le tour. Voilà, j'ai fait 8 ans de Grand Prix, j'ai fait les Europes, les mondes, j'ai fait les Jeux mondiaux aussi, qui sont les Jeux olympiques des disciplines non olympiques, puisque le duathlon n'est pas olympique, à part quand la scène est de mauvaise qualité, comme au test event. Ça m'étonnerait pas que cet été, pour la petite fête de campagne, ça se transforme en duathlon. Ah punaise, si c'est ça, franchement, ce serait incroyable. Parce que le duathlon, c'est dommage, parce que c'est un sport très, très, très dur, je trouve. Et c'est vrai qu'on passe... voilà, on est moins reconnu que le triathlon. Mais si ça devient un duathlon, ça serait marrant quand même, parce que... Ouais, le seul problème, c'est que ce ne sera pas les meilleurs duathlètes mondiaux qui seront du coup en train de combattre. Ça restera les triathlètes qui transformeront ça en duathlon. Ouais, c'est vrai, mais bon, voilà. Moi, je leur souhaite que ce soit un triathlon, hein, c'est clair. Hein. Tu t'entraînes pas toute une Olympiade pour que ce soit transformé en duathlon. Mais bon, en même temps, moi, en tant que duathlète, je serais hyper fière de voir à la télé du duathlon. Et même pour l'avenir, ça pourrait donner des bonnes idées, même si moi, j'en fais plus. Pour le futur. Mais voilà, moi je me vois plus sur triathlon, je me vois moins en chasse-patate, j'espère. Ça sera mon objectif. Le triathlon longue distance, vraiment XXL, donc Ironman, je suis pas sûre que je sois faite pour ça, mais j'ai envie de goûter un peu à cet effort-là. Mais je me vois plus sur du long distance 73, des choses comme ça. Et pourquoi pas essayer d'accrocher et d'être dans le tableau des meilleures françaises, ce serait chouette. Hein. Je commence déjà à côtoyer pas mal de filles en triathlon long. D'ailleurs, très bientôt, là, je pars encadrer un stage en tant qu'entraîneur avec Charlène Clavel. Et donc c'est aussi un moyen voilà, de partager un petit peu nos visions et pendant une semaine, même si on sera toutes les deux là en tant qu'entraîneur, on se côtoie et on peut parler triathlon longue distance. J'ai l'impression de commencer à faire partie de cette famille-là aussi. Et ouais, je me vois plus sur cette famille-là. Donc on va essayer. C'est l'objectif. Bon, écoute, c'est le pire qu'on te souhaite. En triathlon, tu disais que ton objectif cette année, ça va être justement de toucher beaucoup plus l'eau pour ne plus sortir 5 minutes derrière la tête de course et être en chasse. Ça va passer par quoi concrètement ? Alors toi, tu es déjà une athlète de haut niveau, tu es déjà une athlète élite, mais quelqu'un qui nageoterait un petit peu, qui sortirait loin derrière le pack et puis qui voudrait justement progresser, tu pourrais lui donner quoi comme conseil si le point de travail principal était justement sur la partie natation? Je pense que ça dépend de l'athlète. Ça dépend s'il y a un vrai gain à gagner dans l'eau ou pas. C'est quelque chose que j'aborde souvent avec mes athlètes parce que très souvent la bête noire c'est la natation chez les loisirs. Souvent quand on parle de triathlon ils disent ah ouais mais moi la natation, et je leur dis mais t'inquiète, c'est le cas de la majorité des gens. Et la question c'est est-ce que tu veux être gagner du temps en natation, enfin améliorer ton point faible pour être meilleur, ou est-ce que tu veux améliorer ton point fort pour gagner encore plus de temps? En l'occurrence, me concernant, je suis du genre à perdre 5 minutes en natation, mais je suis capable de gagner quasiment 10 minutes parfois sur le semi-marathon. Donc je fais vraiment une remontée par l'arrière, ce qui est assez épuisant mentalement, mais en même temps c'est grisant parce que tu ne lâches jamais l'affaire et c'est ce qui me permet de sortir des grosses courses en général. Et moi, me concernant, c'est vrai que j'ai
je suis déjà très bien en course à pied, etc., bah, vaut mieux que j'améliore ma partie natation. Après, des athlètes qui ont vraiment, au niveau technique, plus on est adulte, en plus c'est compliqué d'améliorer cette partie natation quand on a déjà tous les schémas moteurs. Quand t'es enfant, c'est là où tu crées toute cette plasticité du mouvement, etc. C'est plus simple d'améliorer chez des jeunes que chez des adultes. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est il faut que tu ailles dans l'eau nager pour ne pas avoir peur d'aller dans l'eau le jour J, d'y laisser moins de jus aussi, physiquement. Mais si c'est pour gagner 20 secondes, autant que tu ailles gagner un quart d'heure en roulant plus dans ta semaine, et voilà, tu vas gagner plus de temps à vélo par exemple qu'en natation. Maintenant, y a des gens qui ont peut-être une grosse marge d'amélioration en natation, et dans ces cas-là, bah, de un, apprendre à nager techniquement. Ça sert à rien d'enquiller des kilomètres. Moi, je vois beaucoup de gens qui vont nager, mais si tu nages mal pendant 4 kilomètres, c'est du déchet, entre guillemets. Donc, apprendre à nager techniquement, ne pas forcément faire des séances interminables. Moi, mon entraîneur, il est espagnol, il vient de la natation. Malheureusement, il est loin, il peut pas me corriger. Mais il me dit souvent, déjà, si tu fais plusieurs petites séances de 2 kilomètres dans la semaine, où tu apprends à améliorer ta technique, ta glisse, tes appuis, même si t'es pas là à faire de la VMA dans l'eau, etc., ça va te servir. Ça te servira parce que déjà, tu vas à travailler la technique, tu seras plus efficace sur le long terme, et puis en plus, tu te fatigueras moins. Et mine de rien, la natation, c'est la première discipline du triathlon. Donc, si tu sors déjà éclaté, en plus à 5 minutes derrière, l'effort énorme que ça doit demander pour remonter en vélo et en course à pied. Ça, c'est sûr. Ouais, je suis déjà sortie en me disant, Marion, la course, elle est pas pliée, mais bah, à Royan, hein, c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie, j'ai regardé ma montre. En fait, j'avais 38 minutes j'avais 36 minutes à ma montre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on avait nagé beaucoup plus de distance que 1900, donc forcément. Mais toi, tu ne sais pas, parce qu'on t'annonce 1900 mètres, tu ne sais pas où sont les autres, tu sais pas si c'est toi qui as dévié complet, parce que j'avais remarqué que j'avais dévié, il y avait un peu de houle ce jour-là. Et du coup, tu sors et tu te dis, mais je suis complètement larguée. Et pendant le vélo, les premiers kilomètres, parce que c'est un aller-retour en fait, tu ne vois pas où sont les autres, et du coup, c'est l'inconnu. Et dans ta tête, je dis pas que t'as envie de lâcher, mais ouais, tu cogites à mort. Tu te dis, est-ce que la course elle est finie ou non, allez, accroche-toi. Et en fait, après, moi, je suis sur cette course-là, je suis passée d'un état d'esprit en mode, je vais faire de mon mieux, c'est plié, à un état d'esprit, tu vas chercher le podium. En fait, t'es grave bien, quoi. C'est peut-être parce que t'es un peu plus un diesel aussi. Il te faut déjà quelques kilomètres dans l'eau, quelques kilomètres sur le vélo pour se mettre en route et puis après partir. Non, je viens du court distance, donc je suis pas un diesel, mais par contre, oui, quand ça commence par de la natation, clairement, forcément, je suis diesel, ouais. Et t'as testé les échauffements à sec sur du home trainer avant de te mettre dans l'eau justement pour voir si ça aidait un peu à chauffer un peu la machine d'abord? Ah non. Mais si tu m'envoies un staff et tout, en vrai, je veux bien tester. Mais non, je vais pas tester. En termes d'amélioration pour toi, tu vois quoi d'autre au-delà de la natation? Parce que tu disais qu'en course à pied, tu es déjà très bien. Il y a aussi la partie vélo qui est assez exigeante. Est-ce que tu travailles la distance, le plat, les montées, les enchaînements? Comment tu vois tes entraînements et ta progression cette année? Ouais, j'ai un bel axe de travail à faire à vélo. Puisque surtout qu'en arrivant à Marseille, c'est plus sympa qu'à Paris, non? Ah ouais, c'est sûr. Moi, je faisais des tours à l'hippodrome de Longchamp. Je sais pas si tu vois un peu. C'est une piste cyclable qui fait 3 bornes 5. Alors oui, à Paris, faut pas tout dénigrer. Il y a des choses très cool. Il y a la vallée de Chevreuse. Sauf qu'en fait, tu mets 45 minutes pour commencer à rouler. Donc c'est vrai qu'au niveau timing, c'est pas terrible. Mais ouais, je faisais des tours d'hippodrome à Longchamp, donc sur une piste de cyclable de 3 bornes 5. C'est assez chiant, on va le dire. Mais ouais, mon axe d'amélioration à vélo, il passe déjà premièrement par le fait de rouler sur un contre-la-montre qui demande c'est une nouvelle position, un groupe musculaire nouveau que moi j'ai
moins eu l'occasion de travailler puisque j'avais une autre position sur mon route et je sens vraiment la différence. Il y a vraiment plus les fessiers, les quadrilles, faut supporter au niveau de la nuque, etc. Donc il faut que je m'habitue et que je roule davantage dessus. Ensuite, augmenter mon kilométrage puisque comme je faisais du court, moi au maximum mes distances de prédilection en duathlon c'était la distance M qu'on avait sur les championnats du monde, donc à savoir 5 km de course à pied, 40 km à vélo en drafting, donc en pack, et 5 bornes à pied. Donc aujourd'hui, en passant sur des distances plus longues, bah oui, il faut augmenter le kilométrage à vélo. Là, le fait d'être sur Marseille, je vais pouvoir sortir et faire plus de bornes. Donc ça passe par tout ça et puis des efforts un peu plus longs. Voilà, nous, quand on est sur Grand Prix ou championnat d'Europe en due, on travaille l'explosivité, on travaille les attaques. C'est comme on roule en pack de temps en temps. C'est très haché hein, l'effort. Tu peux être vraiment roulé cool et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui essaye de sortir et bam, il faut que tu sortes 800 watts pour essayer de revenir dans la roue, etc. Alors que voilà, en triathlon longue distance, c'est un effort qui est lissé pendant 2h30, tu dois avoiner à une certaine puissance, c'est encore un autre type d'effort et ça ouais, je pense que j'ai encore des choses à apprendre dessus et à m'améliorer et je vais essayer d'orienter ma prépa cette année plus là-dessus. Alors tu disais tout à l'heure que ton coach c'est un Espagnol, donc toi tu es coach mais tu es coaché aussi. Est-ce que c'est un choix, c'est vraiment une volonté de ta part ou c'est pour te libérer un peu l'esprit et puis te laisser guider? Les deux. Je trouve que quand t'as besoin d'avoir quelqu'un qui a un œil sur ta prépa pour premièrement enfin j'arrive pas à trouver les mots mais en gros pour pas en faire trop quoi. Ouais non parce que je suis pas du genre à en faire trop. Moi je suis plutôt du genre à en faire moins. Je pense que je fais partie de ceux qui s'entraînent moins que trop. J'ai pas des grosses semaines, hein. En course à pied, je cours à peu près 50 bornes par semaine. Bon, bah, natation, tu vois, là, j'essaye d'y aller 2 fois, je vais essayer de faire 3. Et puis, en vélo, j'ai vraiment un petit kilométrage pour le moment. Franchement, je te dis, hein, je dois être à 150 km dans la semaine. C'est vraiment pas du gros volume. Aussi, à côté, il me faut du temps pour coacher les autres. Et puis là, je vais reprendre un boulot en associatif parce que ça me manque trop aussi le terrain. Mais non, c'est pas pour réduire mes heures de training, mais plus pour déjà m'envoyer sur des séances que moi j'aurais pas forcément choisies. On a tendance quand on se coach soi-même à aller vers les choses qu'on aime bien parce qu'on sait qu'on est bon dessus. Donc c'est le kiff. Tu sais que je sais pas, je te dis une bêtise, t'es fort sur des efforts courts de la VMA qui dépassent pas 3 minutes. Bah, du coup t'as envie d'en faire plus parce que t'as pas envie d'être en situation d'échec. Et quand t'as un entraîneur qui s'occupe de toi, t'as pas le choix. La séance, elle est notée. Bon, bah, tu vas aller la faire, même si c'est des efforts que t'aimes moins. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir un œil extérieur et quelqu'un qui m'envoie sur des choses qui, lui, estime important à travailler. Et aussi, bah, tout simplement, quand tu fais la prépa de plein de gens dans la semaine, toutes les semaines, tu fais des prépas, t'as pas envie de faire ta prépa à toi. T'as envie que quelqu'un s'occupe de toi comme tu t'occupes des autres. Et puis aussi ce côté relation. Entraîneur-entraîné qui pour moi est très importante. C'est aussi pour ça que je suis devenue coach, parce que j'ai adoré, à l'époque, j'ai eu une relation avec un entraîneur, enfin tous mes entraîneurs, hein, que ce soit en athlé ou en triathlon, duathlon, j'ai toujours eu des bonnes relations et des relations qui m'ont tiré vers le haut en général. Et c'est aussi pour ça que je suis devenue entraîneur, parce que j'avais envie aussi de pouvoir tisser ces mêmes liens avec des gens. Je sais à quel point c'est important, je sais à quel point c'est motivant d'avoir ce sentiment de former un binôme. Et quand tu cours, bah, tu cours pas que pour toi, tu le fais aussi pour la personne qui est derrière, qui crée les plans, qui croit en toi, clairement qui croit en toi. Et c'est pour ça que j'ai un coach aujourd'hui, parce que moi aussi j'ai des phases de creux, j'ai des phases où ça va pas, où je suis triste, où j'ai des doutes. Et cette personne, elle me permet aussi d'en discuter
et voilà, d'effacer tout et d'aller à la guerre. Typiquement l'année dernière, moi je sortais d'un mois et demi de blessure à l'ischio suite au semi-marathon de Boulogne. Je me suis enquillée un semi, j'avais une fissure, j'avais une douleur dans l'ischio et puis je me suis enquillée un semi à plus de 17 km/h dessus, donc forcément ça a pas aidé. Et j'ai été à l'arrêt pendant un mois et demi. Et donc de mi-novembre à janvier. Et en fait, les championnats d'Europe, ça arrivait en mars. Et donc, c'était vraiment short le timing. Et les kinés m'avaient dit, bah, t'en as pour 4 mois. Et en fait, mon coach, il m'a vraiment aidée parce que j'y croyais pas. Et j'ai fini par revenir petit à petit. Et clairement, le timing était vraiment serré et je me sentais pas dans mes capacités que j'avais déjà eues à l'époque parce que j'avais le sentiment d'avoir une toute petite prépa derrière moi. Mais mon coach, il m'a dit, t'y vas, tu te bats. Et je me souviens, il m'a dit, tu vas traverser l'océan. Tu vas y arriver, tu vas traverser l'océan. Même si on avait l'impression que c'était hyper dur, etc. Et je gagne les championnats d'Europe. C'était totalement inattendu. Même moi, j'ai halluciné. Mais parce que j'y suis allée comme ça, avec ces mots en tête, en me disant, tu vas faire de ton mieux. Tu vas traverser l'océan et tu verras bien. Et j'y suis allée sans grosse pression, parce que pour moi, j'étais plus outsider. Je savais que j'avais été blessée, bon bah voilà. Et au final, ça m'a donné des ailes, quoi. C'est peut-être aussi le secret. On l'a vu pas mal pendant le Covid, tous ces athlètes de haut niveau qui avaient été obligés d'être à l'arrêt, et finalement, ça vous a forcé à vous reposer, et après vous êtes reparti bien plus en forme. Alors là, tu t'es reposé que 6 semaines. Après, la remise en forme était short pour être prête pour l'échéance. Mais malgré tout, ça t'a permis, de te reposer, et d'y aller justement sans pression. Ouais, mais pour moi, c'est hyper important cette phase de récupération. D'ailleurs, alors je l'ai pas fait cette année, mais normalement, tous les étés, pendant à peu près 3 semaines, je ne fais plus de sport. Mais quand je te dis je fais plus de sport, c'est je fais plus de sport. À part aller me balader, on va dire, en montagne. Bon, c'est du sport. Hein. J'ai plus d'entraînement. Voilà, je ne chausse plus les baskets. Je ne montais plus sur mon vélo, etc. C'était volontaire. Parce que quand t'as fait... Enfin, moi, je fais du cross. Donc l'hiver, il y a du cross. Après, il y a le duathlon. Après, il y a le triathlon longue distance. Après, tu vas faire un peu de course sur route parce que voilà, t'as aussi envie d'améliorer tes chronos. T'es tout le temps en prise. Et au bout d'un moment, moi, j'ai toujours estimé qu'il fallait une période, même si ça m'arrivait de faire quelques coupures de régénération dans la saison parce que c'est important, j'avais besoin d'une phase où vraiment j'arrête. Non pas parce que je me sens hyper fatiguée, mais plus en termes de charge mentale. De me dire, voilà, j'arrête de m'entraîner, je fais ce que j'aime. Moi, j'aime bien faire de la pâtisserie, j'aime bien sculpter, c'est con, hein, mais sculpter des trucs en bois, enfin bref, sortir du cadre sportif 100%. En plus, je suis entraîneur, donc tu vois, je peux vraiment pas sortir de ce cadre sport, parce que je suis tout le temps les pieds dedans. Mais pendant 3 semaines, je touchais plus à ça pour justement récupérer, que mon corps reprenne, les batteries se rechargent à fond. Et surtout, avoir envie d'y retourner. Pour moi, c'est hyper important. Quand je sentais ce petit truc en moi, là, tu sens, t'as tes jambes qui commencent à frétiller, t'as envie d'y retourner. Et parfois, le timing, il est hyper serré, parce que, mine de rien, t'as fait une grosse coupure, donc il faut aussi le temps de revenir. Mais c'est ce côté, attention... je sais pas si je vais être là à temps, mais en même temps, c'est ça qui fait que tu reprends la rigueur à l'entraînement, t'es contente d'aller faire les séances, t'es fraîche, mentalement et physiquement. Et moi, si j'ai vraiment un conseil à donner aux gens, c'est ne pas lésigner sur la récupération, le repos. C'est hyper important pour assimiler ce que t'as fait et avoir envie d'y aller et du coup le faire à 100%. Et justement, ça fait partie de tes plans d'entraînement avec tes athlètes? Tu leur imposes une pause? Ouais, il y en a qui pourraient te dire que ça leur fait pas plaisir de faire du repos. Mais c'est vrai que j'insiste tout le temps sur le repos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est vraiment l'entraînement qui va faire que tu vas être très très bon. Plus t'en fais, plus tu seras meilleur. Et moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Moi, je dis souvent,
c'est la récupération qui fait progresser et c'est pas ton entraînement. Si tu manges plein de séances, etc., mais que tu ne laisses pas à ton corps le temps d'assimiler les filières que tu as travaillées, etc., tu ne pourras pas progresser. Et souvent, je reçois des messages sur WhatsApp, je suis pas en forme, je vais pas être à l'heure. Et je dis, mais t'inquiète, c'est normal. Et là, par exemple, j'ai une athlète qui s'est cassé le poignet à vélo et qui flippe de pas être à l'heure. Et je lui dis, mais tu verras, cette période, elle va te permettre de récupérer et je t'assure que tu seras à l'heure. C'est hyper important. Ou alors, mais on s'en fiche d'être en forme en hiver quand tu prépares des courses en juin. Oui, ça va flatter ton ego de sentir que là, t'es au max de ta PMA, de machin, mais c'est pas l'objectif. Pour le moment, on est va piano, on récupère, on assimile, on fait des cycles, on fait les fondations, quoi. Et après, quand il sera l'heure d'envoyer, mais tu verras, tu seras là. Et franchement, les athlètes que j'ai, tout le monde atteint ses objectifs quasiment. Hein. Et du coup, pour rester sur la partie entraînement, coaching, toi, ta méthodologie, c'est quoi? T'es plutôt sur du polarisé? T'es plutôt sur d'autres types d'entraînement? Moi, je suis très, très au feeling. Et il y a des entraîneurs qui fonctionnent très aux chiffres, voilà, qui vont vraiment suivre les charges d'entraînement, etc. Moi, je trouve que c'est très propre à chacun. Il n'y a pas une recette que j'applique à tout le monde. J'apprends à connaître des athlètes. Parfois, je compte carrément. Quand il y a une prépa qui a bien marché, je vois le nombre de jours de répercussions de forme chez certaines personnes et je les marque dans un coin et je les remets en place pour un autre cycle. En me disant, voilà, je sais que lui, il a mis tant de jours à assimiler ce bloc-là. Et du coup, je vais le remettre pour ce bloc-là. Et voilà, je fonctionne vraiment à la personne. Souvent, on voit 3 semaines de charge, 1 semaine de récupération. Il y en a, ça sera plus, il y en a, ça sera moins. Mais j'ai pas une recette type que j'applique pour tout le monde, quoi. Ah, donc t'as pas juste un template de séance ou de cycle d'entraînement pour tel ou tel type de distance et puis après tu déroules. Non, c'est vraiment personnalisé pour chacune de tes athlètes. Ouais, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me prend beaucoup de temps et que j'essaye de limiter mon nombre d'athlètes parce que je veux être un bon coach et je veux pouvoir être présente pour eux et avoir vraiment cette relation et qu'on puisse parler régulièrement dans la semaine et faire des ajustements, etc. Et donc ça prend du temps, mais c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être parce que justement je n'applique pas de recettes qui me permettent aussi d'aller vite dans mon coaching. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on permet à la personne d'atteindre son meilleur niveau, parce que on le suit vraiment, on va dire au jour le jour. Et surtout moi, les athlètes que j'ai, ce sont des personnes qui ont un métier à côté. Qui ont parfois des gros postes et du coup il y a des semaines il y a plein de réunions, il y a des entraînements qui sautent et il faut toujours réadapter et il faut avoir ce suivi en fait pour dire voilà, lui il a pas passé cette séance on va dire clé, ça sert à rien que je le fasse passer à la séance d'après parce que pour moi il n'a pas validé la séance d'avant et si je l'envoie sur celle-ci, il risque d'être en difficulté, de se sentir un peu en situation d'échec, se sentir pas bien physiquement puisque son corps a pas passé le cap de la séance d'avant. Et donc je suis toujours en train de réadapter comme ça. Et donc tu peux pas appliquer un schéma type chez tout le monde, c'est pas possible en fonction de la vie des gens et puis du temps qu'ils veulent y passer aussi. Hein. C'est tout à ton honneur, hein. Il y en a qui le font, hein. Mais je suis pas certain que ça marche sur le long terme. Mais... J'entends des coachs qui ont, je sais pas moi, 60 athlètes. Clairement, moi je me dis, mais comment ils font? Ils dorment pas la nuit Mais je pense que c'est vraiment, peut-être aussi d'un point de vue expérience. Les gars, ils savent très bien mener le truc. Et tout simplement, peut-être qu'ils ont des athlètes qui préparent une même échéance. Et donc là, c'est beaucoup plus simple à programmer parce que tu sais qu'ils sont tous sur le même cycle.
Ils doivent tous à peu près travailler ça. Alors après, tu adaptes les allures à chacun. Mais c'est vrai que quand t'as, je sais pas, je dis une bêtise, mais t'as 30 athlètes qui préparent le marathon de Valence, bon bah c'est déjà plus simple dans la programmation parce que tu sais où ils en sont tous et normalement ils sont à peu près sur le même cycle. Moi j'ai des gens qui font du cyclocross, j'ai des gens qui font du tri, du duathlon, qui vont préparer telle course sur route. C'est très différent, j'en ai très peu qui sont vraiment sur les mêmes courses, donc ça demande un suivi quoi. Mais bon, c'est ce qui fait que j'adore mon métier, hein. C'est très multi. Là, on sent la passion non seulement dans la pratique, mais aussi dans le métier. Ça fait plaisir. Ouais, bah j'essaye. Hein. Toi qui as fait le move de passer du duathlon au triathlon, tout en restant encore dans le duathlon, et même du duathlon court au triathlon long, qu'est-ce que l'un et l'autre t'apportent ? Qu'est-ce que le passage de l'un à l'autre t'a apporté dans la pratique du duathlon et inversement ? Je pense que... Alors, le court distance, on va dire que c'est vraiment quelque chose où t'as une confrontation directe avec ton adversaire. T'es vraiment au coude à coude. Il y a une partie de tactique qui est assez importante aussi. Parfois, c'est pas forcément le meilleur physiquement qui va gagner en courte distance, mais c'est le plus futé, celui qui va bien se cacher, sortir au bon moment à vélo, prendre les bonnes roues, faire la meilleure transition. Je pense que tout ce côté tactique me permet sur le longue distance d'être je sais pas, psychologiquement je me sens plus préparée, peu importe la situation de course. Je pense que c'est aussi ce qui me permet de rien lâcher jusqu'à la ligne. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis une chasseuse, je pars de l'arrière et puis j'essaye de remonter. Je me mets un peu dans cette optique courte distance, t'essayes d'aller chercher tes adversaires. Et puis il y a le côté puissance, vitesse. Je pense que peut-être qu'en longue distance, je ne sais pas comment s'entraînent les meilleurs triathlètes en longue distance français aujourd'hui, mais moi je sais que ma pointe de vitesse sur le court me permet de courir fort en fin de longue distance. J'ai une référence en 1h13 06 sur semi, donc je pense qu'il y en a pas beaucoup chez les filles triathlètes françaises qui font ça. Mais ce chrono sur semi et cette capacité à courir fort, je l'ai aussi parce que à l'entraînement je passe des séances de cours et je pense que ça me permet d'être mieux sur du long. Et à l'inverse, le triathlon longue distance m'apporte, comme je te disais tout à l'heure, ce côté kiff et bulle d'oxygène et pression moindre que sur le court où d'une certaine manière je sais que je suis moins attendue. Même si voilà, on commence un peu à parler de Marion Legrand en tri. Je suis moins attendue, je sais que je fais les choses pour moi. J'ai pas une équipe derrière moi qui compte sur moi comme sur un Grand Prix où il y a un classement par équipe. Et ça me permet d'être dans mon propre projet. Et si je réussis, tant mieux. Et si je rate, bah tant pis. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une grande balade. Le long distance, c'est vraiment un moment où on s'évade et on va chercher ses limites, mais c'est un moment pour soi aussi. Et qui est moins dans la confrontation directe avec les autres. C'est moins oppressant. Même si ça m'est déjà arrivé, par exemple, au triathlon de Deauville, je fais une grosse remontée je pose le vélo, j'ai 4 minutes de retard sur Alexandra Tonder. Et là, je me dis 4 minutes, quand même, c'est beaucoup. Alexandra, elle court. Voilà, elle n'a pas été championne du monde de triathlon longue distance pour rien. Je crois que c'était en 2019. Va falloir t'employer, Marion. Et en fait, je suis revenue au fur et à mesure. Et il y a un moment où on s'est retrouvés coude à coude. Et je me suis dit, bon, vu le différentiel de vitesse que tu as eu pour remonter sur elle, bah, tu vas continuer, tu vas te détacher. Et en fait, pendant, je sais pas, peut-être 400 mètres, je me retourne et j'entends derrière moi. Et elle était, mais derrière mon épaule. Et là, je me suis dit,
Ah non, j'ai pas envie de ça, quoi. Parce que je suis en mode, non, c'est un triathlon longue distance, c'est cool, on court contre les autres, mais à la fois on court contre soi-même. J'avais pas envie de cette confrontation. Et en fait, j'ai switché dans ma tête, je me suis dit, non, Marion, t'es une coureuse de courte distance. S'il faut que ça se passe comme ça au coude à coude jusqu'à la ligne, tu sais que t'en es capable, tu sais que tu vas te défendre. Et voilà, ça a duré une centaine de mètres, mais c'est vrai que j'ai switché. Et là, il y a mon côté longue distance qui a repris le dessus, côté courte distance qui a repris le dessus. Et je m'en suis super bien sortie au final. Donc voilà. Waouh, c'est impressionnant. Tu remarqueras que je bois tes paroles. Ça me projette vraiment, notamment quand tu racontes ces anecdotes, ça me projette à côté de vous là, pendant que vous êtes en train de courir. Et puis t'as envie de mettre une petite tape et allez, vas-y, ça va aller. J'ai vu que tu faisais aussi partie des ambassadrices de triathlon. C'est quoi l'objectif d'être ambassadrice d'un organisme comme ça? Bah, c'est promouvoir le triathlon, on va dire, haut niveau. D'ailleurs, je remercie beaucoup David Lacombe, donc, qui est fondateur de cette association, qui est une des rares personnes à avoir cru en moi dans le monde du triathlon. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment une étiquette de duathlète sur le front. Et je pense qu'il croit en moi, dans mes capacités à tourner sur le tri. Et puis, il m'a permis de croire en moi et de me dire, oui, bah, Marion, t'en es peut-être capable. Donc je le remercie de m'avoir intégré à ce groupe. L'idée, c'est de montrer le triathlon français, de pouvoir aussi accompagner les athlètes loisirs, donner des tips. Ils veulent mettre en place un petit peu des événements comme ça où à la fois les triathlètes français peuvent côtoyer, les triathlètes professionnels peuvent côtoyer un peu plus les loisirs, et qu'on ait un peu cet échange. C'est l'idée de triathlon. Et de pouvoir être présent aussi sur des courses françaises avec des triathlètes pro au départ. Je pense à ce circuit longue distance qui a été créé là pour la première année. C'est vrai qu'aujourd'hui, les triathlètes professionnels vont beaucoup sur des labels privés. Et aujourd'hui, l'asso, elle monte ce circuit aussi pour qu'on puisse... nous, triathlètes pro, aller sur des courses qui sont un peu moins reconnues, mais aussi qui sont en France, et qui est aussi ce mélange entre loisirs et athlètes professionnels. Et c'est le but de l'asso. Triathlon, parce que ça s'écrit TRI 3A Ethlon, un petit jeu de mots sur le mot triathlon. C'est un peu le PTO à la française, avec en plus un côté beaucoup plus mis en avant. Enfin, c'est pas que le côté aider les triathlètes de longue distance à s'en sortir et à avancer sur leur carrière et sur le financement de leur carrière, c'est aussi promouvoir le triathlon longue distance en France. Ouais, carrément. C'est vrai qu'ils nous permettent aussi d'avoir de la visibilité aussi en tant qu'athlète. Mais oui, c'est aussi promouvoir le tri, faire en sorte que les gens aillent sur des courses qui sont françaises, montées par des organisateurs français, qui se donnent du mal, etc. Et moi, je trouve que c'est hyper important. J'espère qu'il y aura plein de monde qui viendront sur le circuit, que ça attirera plus de triathlètes sur des épreuves qui sont un petit peu plus méconnues. Et c'est ça qui est super, notamment le triathlon de Royan. Franchement, s'il y en a qui cherchent un tri en fin d'année, moi, c'est un tri qui m'a vachement marqué en termes d'organisation. C'est un tri qui est pas cher pour un longue distance. Quand tu vois l'aire d'arrivée, il y a une super ambiance. Les speakers, ils sont au taquet. Il y en a plein, ils sont éparpillés sur le parcours. Il y a un live vidéo. Ils donnent les écarts en live, etc. T'as des gars sur les motos qui parlent avec le directeur de course qui est derrière, qui voit les images en direct, etc. C'est hyper pro, et c'est des courses comme ça qui méritent qu'on parle plus d'elles et qu'il y ait plus de triathlètes qui viennent dessus.
parce que d'un point de vue orga et ambiance, elles sont au top, quoi. Bon bah écoute, je pense que le message est passé. J'irai peut-être tendre le micro aussi à David pour qu'il vienne s'exprimer justement sur l'organisation triathlon, et puis on pourra confronter les idées et on verra ce qu'il en pense. Ça marche ? Carrément. Marion, je pense qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder, qu'on a laissé un peu de côté ? Ouais, à Marseille, c'est hyper dur de nager, donc je fais un appel, j'en profite. S'il y a des gens qui veulent m'aider dans mon projet natation, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir sur Marseille me trouver une piscine et des créneaux d'entraînement, ce serait trop cool. Oh, je rigole. Attends, comment ça T'as pas eu accès au CNM, au Cercle des nageurs de Marseille ? Écoute, le compte en banque pour le moment il est pas encore au max de la jauge pour pouvoir accéder au cercle, mais j'irai y faire un tour une fois par curiosité quand même, pour aller serrer la main à Philippe Lucas. Ça se tente. On l'a pas encore eu sur le podcast. Ce serait bien d'aller chercher. Mais tu sais, la plus belle piscine à Marseille, c'est la mer. Donc en fait, j'attends juste que le temps, même s'il y en a qui nagent toute l'année à Marseille, c'est assez impressionnant. Mais j'ai pas encore atteint cet élan de motivation, tu vois, pour aller nager au mois de janvier dans la mer à Marseille. Mais j'attends les beaux jours avec impatience pour aller profiter de cette piscine naturelle qui, à mon avis, est très très bien. Ouais, bah ça, y a aucun doute à avoir. C'est 30 ans en région parisienne à nager dans les piscines. T'es un peu trop frileuse, c'est ça ? Non, même pas, mais pour le moment, ça pique un peu. Mettre des chaussettes en néoprène, je suis pas... non, pas encore. Oh, attends, l'eau, elle est à combien là à Marseille en ce moment ? Elle est à 15 degrés, non ? Ouais, ça doit être à peu près ça, mais je crois même qu'elle est un petit peu plus chaude. Mais tu sais, quand il y a du Mistral, elle est très froide. Quand j'étais au Luxembourg, on a fait quelques séances de natation à Noël dans les lacs à 1 degré. Là, tu mets les chaussettes en néo, mais tu fais pas une séance complète. Tu fais 1000 mètres et puis tu sors vite. J'imagine que c'est de la nage sous glace. Ouais, mais ça a un bon intérêt justement de nager dans l'eau glacée. Tu vois, ça te permet là aussi d'avoir une bouffée d'oxygène et de penser à autre chose. Ça fait pas partie de tes... Ouais, tu fais une séance de cryothérapie en même temps, c'est pas mal. C'est ça. Bah, on croise, on fait d'une pierre deux coups. Écoute Marion, c'était vraiment super sympa. Où est-ce qu'on te suit sur les réseaux et ailleurs si on veut en savoir un peu plus sur toi, suivre ton actualité, venir avec toi nager à Marseille si on est dans la région? Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Voilà, il suffit de taper Marion Legrand. Je pense que voilà, 3 tirés du bas sur Instagram et puis vous allez me trouver. Bon, de toute façon, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Marion d'avoir pris une bonne heure pour échanger avec nous. Je te souhaite bonne continuation, bonne avancée sur ton projet, sur ton double projet duathlon courte distance et triathlon longue distance. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser un de ces quatre sur une des organisations de triathlon. Merci à toi de m'avoir accueilli et puis au plaisir de se croiser. Ça marche. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.